Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Au Cameroun, l'Ordre de Malte renforce sa coopération avec la Fondation Chantal Biya, organisation qui milite notamment pour l'accès aux soins médicaux et pour l'inclusion sociale des personnes vulnérables. La zone logistique multimodale de Nkok, officiellement en service au Gabon, l'infrastructure devrait permettre de renforcer le système maritime. Les touristes de retour en Tunisie, le nombre de visiteurs arrivés sur le territoire au cours des 5 derniers mois atteint les 3 millions. Mais tout d'abord, Félicien Kabuga a été déclaré inapte à être jugé par un tribunal de l'ONU basé à La Haye. Il n'y aura donc pas de procès à l'encontre du financier présumé du génocide au Rwanda de 1994. Les juges avaient déjà annoncé la suspension du procès en mars dernier. La juridiction serait néanmoins à la recherche d'une alternative qui ressemble le plus possible à un procès, mais sans possibilité de condamnation. Arrêté en 2020 près de Paris, après 25 ans de cavale, Félicien Kabuga, aujourd'hui âgé de 90 ans, est notamment accusé d'avoir participé à la création de milices, bras armés du régime génocidaire. Félicien Kabuga a toujours plaidé non coupable des accusations. Au Cameroun, l'Ordre de Malte, organisation humanitaire, renforce sa coopération avec la Fondation Chantal Biya, fondation de la première dame camerounaise, dont les actions principales sont tournées vers l'accès aux soins de santé, au soutien des personnes handicapées et plus généralement vers l'insertion sociale des plus vulnérables. Nathalie Mo. L'Ordre souverain de Malte, représenté par son grand hospitalier Sandro de Francis VI, a effectué une visite de solidarité à la Fondation Chantal Biya le 5 juin 2023. De cette faste occasion, Sandro de Francis VI, dont la fonction correspond à celle de ministre de la Santé, des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la coopération internationale de l'Ordre souverain de Malte, a salué la fructueuse coopération avec la Fondation Chantal Biya. Nous apprécions cette fondation avec laquelle on collabore du premier instant. Et ça nous fait sentir qu'effectivement, on est en quelque manière présente un peu dans tout le pays. Nous souhaiterons et nous souhaitons augmenter en quelque manière notre partenariat. Ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Fondation Chantal Biya est active en Afrique et plus particulièrement au Cameroun dans le domaine de la santé et du handicap pour les enfants, l'inclusion sociale et l'impact mère et enfant dans le développement des communautés. Avec plus de 90 actions et activités par an et plus de 15 000 enfants bénéficiant de son appui, la Fondation est devenue une référence de l'action sociale et humanitaire sur le continent. Et voir ce que Chantal fait pour sa population et pour le Cameroun, pour moi c'est une Afrique qui gagne. Dans cet hôpital, j'ai vu des malades de Centrafrique, du Tchad, du Congo qui viennent se faire soigner ici. Donc pour moi une rencontre médicale mais qui met le Cameroun en valeur. Je suis fier. La visite du grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte à la Fondation Chantal Biya s'inscrit dans les engagements du grand gala de charité de collecte de fonds en faveur des œuvres hospitalières de l'Ordre souverain de Malte au Cameroun qui a permis la levée de 30 millions de francs CFA pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Déterminée à renforcer les actions sociales et humanitaires sur l'ensemble du territoire camerounais, la Fondation Chantal Biya multiplie des partenariats stratégiques avec des partenaires de référence pour pérenniser son action et le bien-être en faveur des milliers d'enfants et de femmes au Cameroun et en Afrique. Retour sur la situation au Sénégal. Le pays a fait face entre le 1er et le 3 juin aux pires troubles jamais connus ces dernières années. Ceux-ci sont survenus après la condamnation la semaine dernière à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Condamnation qui a suscité des heurts qui ont fait au moins 16 morts. Maï Raphaël Antolo, Absan Bibou. 16 décès, une cinquantaine de blessés et des dommages matériels considérables sont les résultats des affrontements entre la police anti-émeute et les partisans du leader Ousmane Sonko tenu à Dakar et à Ziguinchor le 1er juin 2023. Ces informations sont issues de la conférence de presse tenue par le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique, le 4 juin 2023. La conférence a été organisée pour faire la lumière sur la situation sécuritaire dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Au cours des derniers jours, nous avons malheureusement enregistré les éléments suivants. Un total de 16 décès, dont un survenu hier soir
De nombreux blessés et des dommages matériels ont été enregistrés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées qui ont perdu des proches. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces événements. Nous exprimons aussi toute notre solidarité envers les individus et les communautés affectées par ces troubles. Les affrontements du 1er juin au Sénégal sont intervenus en guise de mécontentement des partisans du parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, alors que leur candidat aux élections présidentielles de février 2024 venait d'être condamné par la chambre criminelle du tribunal de Dakar, 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. D'après le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, la majorité des manifestants étaient des individus armés et dangereux. Jusqu'à présent, 500 personnes ont été interpellées, dont des mineurs et des étrangers, d'après la police. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. De l'autre côté aussi, on a vu des personnes détentrices, bien évidemment, d'armes de guerre, mais dont la manière de manier ces armes atteste à suffisance qu'il s'agit de personnes rompues à la tâche. Cette conférence de presse a été l'occasion pour la police nationale d'appeler tous les citoyens à rester vigilants face à tout soulèvement qui pourrait survenir dans le pays. L'autorité a d'ailleurs encouragé la population à signaler toute activité suspecte ou présence inhabituelle en utilisant les numéros d'urgence, le 17 pour la police nationale et le 123 pour la gendarmerie nationale. Les combats continuent à Khartoum entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Une guerre désormais dans sa 8e semaine au Soudan. Et malgré l'annonce de sanctions américaines contre l'armée et les paramilitaires, les combats aux armes lourdes continuent, les pillages se poursuivent et le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter. À Khartoum, les civils sont privés d'eau courante et sont confrontés à une pénurie de liquidités et à des coupures de courant. La situation est également grave au Darfour. Et depuis la guerre déclarée le 15 avril, le conflit a coûté la vie à plus de 1800 personnes et a fait plus d'1,5 million de déplacés et de réfugiés. Inauguration au Gabon de la zone logistique multimodale d'Ongkok à une vingtaine de kilomètres de la capitale Libreville. Inauguration en présence notamment du président de la République Ali Bongo Ondimba le 2 juin dernier. Cette zone logistique officiellement mise en service d'une superficie de 15 000 mètres carrés doit permettre de fluidifier les approvisionnements et les évacuations des marchandises. Joël Ballot. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a procédé le 2 juin 2023 à l'inauguration de la zone logistique multimodale d'Ongkok. D'une capacité mensuelle de stockage de 2000 conteneurs, la zone est constituée d'un quai d'embarquement et de déchargement, d'une aire de stationnement de véhicules, de bureaux administratifs, de matériel logistique, d'infrastructures de transport ferroviaire et fluvial. Le quai, c'est une très grande facilité pour la zone. Ça doit nous faciliter l'expédition des produits à Ovendo et c'est l'aboutissement d'un projet commencé depuis des années. Très grande fierté qu'on aboutisse à réaliser ce quai qui complète tout ce qui a déjà été réalisé dans la zone économique et l'inauguration par le chef d'État nous prouve son soutien qui a toujours été là depuis le début. Établie sur une superficie de 15 000 mètres carrés, la zone logistique multimodale d'Ongkok devrait soutenir le port de Wendo en réduisant les délais d'approvisionnement et d'évacuation des produits nationaux. Grâce à cette nouvelle infrastructure, le Gabon va augmenter et accroître l'efficacité du transport de ses marchandises. Une très grande fierté, surtout quand on voit le développement de cette zone économique. Nous avons été les premiers à nous installer ici par l'usine des aciers du Gabon, produisant initialement du fer à béton sur la base des rebuts ferreux comme matière première. Et par la suite, nous développons d'autres activités. En plus de la zone logistique multimodale d'Ongkok, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba
a procédé à la mise en service de la toute première raffinerie d'or du Gabon. Cette usine a une triple vocation: affiner 100% de l'or national, faire du Gabon un hub en matière de raffinage d'or en Afrique centrale, permettre jusqu'à une troisième transformation sur place, afin notamment de fabriquer des bijoux made in Gabon. La révision de la loi de finances 2023 au Cameroun, une augmentation du budget général est actée. Le budget des comptes d'affectation spéciale est aussi concerné par cette révision soutenue par le gouvernement et la présidence camerounaise. Alors pourquoi cette augmentation et quels sont les principaux foyers d'affectation? Élément de réponse dans ce sujet de Mildred Diamou. Plan d'appui à l'économie camerounaise. Le président Paul Biya a signé un arrêté portant révision de la loi de finances 2023. L'ordonnance fait passer le budget 2023 de l'État de 6 345,1 milliards de francs CFA à 6 726,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 381,8 milliards de francs CFA. La mesure prise le 2 juin 2023 a pour but de mieux maîtriser la dette publique et d'accompagner les ménages vulnérables. Cette augmentation du budget de l'État a été dictée par les impératifs de remboursement de la dette. Voilà la réalité. Les 19% restants vraiment ne peuvent pas apporter un appui conséquent aux opérateurs économiques ni soulager les difficultés des ménages qui font face à des augmentations de prix intenables depuis pratiquement 6, 7 ou voire 10 mois aujourd'hui. Subventionner les carburants, c'est une démarche pratique de partage des fruits de la croissance. Cette modification intervient suite à la décision du gouvernement, sur des recommandations du Fonds monétaire international, de réduire le budget destiné aux subventions des carburants. L'augmentation du budget de l'État représente une hausse de 367,7 milliards de francs CFA du budget général et de 14,1 milliards de francs CFA du budget des comptes d'affectation spéciale. Le budget révisé prévoit par ailleurs une baisse des dépenses courantes et des dépenses en capital de près de 100 milliards de francs CFA. Nous sommes donc dans une situation où l'État doit diversifier ses sources de recettes tout en évitant de paralyser l'économie. L'ordonnance du président camerounais Paul Biya fait partie des efforts visant à renforcer le développement socio-économique du pays. Les ressources économisées seront notamment allouées au remboursement des dettes et aux programmes sociaux. Les dépenses liées au remboursement des dettes augmentent de 308,2 milliards de francs CFA pour atteindre 1962 milliards de francs CFA, soit 30% du budget général révisé, tandis que les transferts aux ménages augmentent de 125,3 milliards de francs CFA. L'embellie touristique se confirme en Tunisie avec 3 millions de visiteurs depuis le début de l'année, selon la Banque centrale, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période durant l'année 2019. Une belle reprise depuis la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a fragilisé toute l'industrie, un secteur vital pour l'économie tunisienne car le tourisme, c'est plus de 14% du PIB. Mildred Diamou. Entre janvier et mai 2023, les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 1,7 milliard de dinars, soit 550 millions de dollars, représentant une hausse de 57,7% comparée à la même période en 2022, d'après les données publiées par la Banque centrale de Tunisie le 2 juin 2023. Les chiffres de l'Office national du tourisme tunisien montrent que sur les 5 premiers mois de 2023, le pays a accueilli près de 3 millions de touristes, ce qui représente un bond de 89% par rapport à la même période en 2022 et de 3,3% en 2019. La Tunisie est un pays qui, à l'origine, est touristique, dont les infrastructures et les installations permettent d'accueillir un public international, que ce soit en termes de transport, d'hôtellerie, de sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes dans une période post-Covid et elle progresse simplement pour rattraper le niveau qui était le sien autrefois, puisqu'on sait que la Tunisie était un pays leader dans le Maghreb concernant l'accueil de touristes. Le secteur touristique de la Tunisie se porte bien depuis plusieurs mois. Au terme du premier trimestre de 2023, le pays a accueilli 1,6 million de touristes, soit une augmentation de 96% en glissement annuel d'après le ministère du Tourisme. Selon les prévisions, les recettes touristiques du pays devraient enregistrer sur l'ensemble de 2023 une progression de 27% pour passer de 4,28 milliards de dinars en 2022 à 5,4 milliards de dinars. Le nombre de visiteurs devrait également s'établir cette année à 7,650 millions contre 5,167 millions en 2022 et 1,6 million en 2021.
apporter une régulation finalement du niveau de touristes. Et la Tunisie gagne à avoir encore plus de touristes et de visiteurs, puisque je rappelle que c'est un pays qui a su autrefois installer les infrastructures lui permettant de faire du secteur touristique un pan économique important. En Tunisie, le secteur du tourisme représente environ 14,2% du produit intérieur brut et emploie plus de 400 000 personnes. Notons que le pays a lancé en 2022 un projet touristique d'environ 50 millions de dollars dénommé Visite Tunisia. Ce projet qui s'étend sur 5 ans ambitionne d'accueillir 11,5 millions de touristes d'ici les 4 prochaines années et de créer 15 000 nouveaux emplois. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. L'information continue.